Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Jason Paré et je suis très heureux de vous présenter une nouvelle édition de L'Étrange Programme, votre magazine consacré à la culture de l'étrange et de l'insolite. Au programme cette semaine, en entrevue, nous recevons l'auteur-compositeur-interprète Mathieu Bellemare. En chronique, Isabelle Grondin nous fait découvrir le film Les Dents de la mort. Et en théâtre, Frédéric Moreau nous dit ce qu'il a pensé de la pièce Saint-André de l'Épouvante. Mais tout d'abord, voici les étranges en bref. États-Unis. Les membres d'un conseil municipal d'Arizona tentent d'empêcher un groupe de satanistes de donner la prière au début des réunions du conseil. Le temple satanique de Tucson a menacé d'intenter des poursuites si les droits constitutionnels de ses membres ne seraient pas respectés. Serait-ce une tactique diabolique pour bannir toutes les prières, comme le croit l'un des conseillers? Dieu seul le sait. Espace. Un ovni a été observé près de la Station spatiale internationale. Des images qui ont d'abord circulé en Russie montrent un engin qui ressemble étrangement à une navette spatiale. Mais des internautes croient plutôt que ce serait le Chevalier Noir. Non, je ne parle pas de Batman, mais plutôt d'un satellite artificiel en orbite autour de la Terre et qui serait d'origine extraterrestre et qui serait âgé de 13 000 ans. La NASA et les astronautes russes ne se sont toujours pas prononcés sur le sujet. Espace. Encore. Dans un GIF publié par la NASA le 26 janvier 2015, on peut observer l'astéroïde BL-86, accompagné d'un satellite. En communiquant leur découverte au public, les scientifiques ont abordé l'idée d'une petite lune. Les ufologues croient plutôt que ce serait un ovni. En effet, lorsqu'on observe l'objet, on constate qu'il n'est pas en rotation autour de l'astéroïde, mais qu'il suit plutôt une ligne droite. La NASA n'a pas encore répondu aux objections, mais l'attente risque d'être longue, puisque l'astéroïde ne sera de retour que dans 200 ans. États-Unis. Une dénonciatrice affirme que la CIA a développé un pistolet qui provoque des crises cardiaques grâce à un poison mortel. Ce pistolet, un Colt 1911 modifié, lancerait de petites fléchettes qui percent les vêtements et ne laisseraient qu'une petite marque rouge sur la peau. Qui plus est, la toxine serait indétectable lors de l'autopsie. Oh! Ah! On dirait que quelque chose m'a piqué! Pour nous suivre et découvrir d'autres nouvelles insolites, devenez fan de notre page Facebook. Vous pouvez aussi suivre l'Étrange Programme sur Twitter ou sur tcftv.ca. Comme première chronique ce soir, nous recevons Isabelle Grondin. Alors bonjour Isabelle. Hello Jason. Tu viens nous parler ce soir d'un film de requin. Et pas n'importe lequel, le film de requin, en fait, honnêtement, c'est dans mon top 3 de nanars préférés à vie. Ah oui? Oui, donc c'est une relation d'amour qui remonte à très loin dans mon cas. Et c'est un film que j'ai découvert, en fait, pour les plus jeunes, là, ça vous dira rien, mais il y avait une émission qui s'appelait Ciné Quiz, qui présentait des films à midi, à tous les jours de la semaine. Et puis souvent, bon, les enfants, pendant l'heure du dîner, on avait accès, puis ils présentaient de ça, tout. C'était présenté ça. Bon, OK. Ils ont On va dire le présenté titre pour ça, commencer. Oui, c'est Les Dents de la mort. C'est un film qui a été réalisé, c'est un film américain réalisé en 1976 par William Griff, qui n'a pas un parcours très prolifique, en fait, mais c'est un film qui a quelque chose de très particulier. C'est un film qui aurait été vraisemblablement tourné sans aucun cascadeur ni filet de sécurité avec des vrais requins en liberté. Oh, ça va. Alors, moi, je me disais, essayer de délaisser avec l'UDA à cette heure, bonne chance. Oui. Ça. Et donc ça, j'imagine, ça faisait suite à Jaws, parce que là, bon, les Ben, dents de la c'est mort, ça. les dents de la Bon. mer. En anglais, ça s'appelle Jaws of Death. Donc, Ben, écoute, tu sais, dans le dernier film, on parlait de Massacre au camp d'été, puis je te disais justement, à chaque fois qu'il y a un film qui a vraiment un succès ou qui va lancer une mode, comme dans ce cas-ci, les Friday the 13, avec les massacres dans les camps d'été, il y a comme eu plein d'ersastes qui ont essayé de reprendre la formule, mais évidemment en se plantant solide. Alors ça, c'est un des très nombreux films qui a essayé de faire un peu comme Jaws. Mais lui, il s'est pas planté, tu dis.
Non, il s'est planté. Ah oui, il s'est planté de A à Z, mais il s'est bien planté. Il est très rigolo. Je tiens à préciser d'ailleurs que moi, j'ai un terme que je sais pas si je l'ai inventé, mais en tout cas, je me l'attribue. J'appelle ça la période seafood du cinéma d'horreur. OK. Nourriture après Jaws, il y a eu en fait. Barracuda, Piranha, il y a eu La mort au large, il y a eu Crocodile, Alligator, il y a eu le film avec les batraciens. En tout cas, il y a eu une méchante tralée. Oui. Et il y a eu, Piranha, entre autres, ce navet-là. Piranha aussi, je sais pas si tu l'avais nommé. Oui, bien évidemment, oui, Piranha, qui est un classique. Mais non, vraiment, dans ce cas-ci, ce qui est très particulier, c'est le jeu de l'acteur principal qui s'appelle Richard Jekyll, qui, lui, a un parcours quand même impressionnant. Ah ouais? Non seulement il est vraiment pas bon, mais il fait toujours comme les deux mêmes maudites faces pendant tout le long du film. Bref, Dans quoi d'autre qu'on aurait pu le voir? Écoute, Pas des films très, très connus, j'imagine? Non, pas très, très OK. connu. En fait, grosso modo, Les Dents de la mort, ça raconte l'histoire d'un gars qui, à un moment donné dans sa vie, a eu à se sauver de... Je me rappelle pas, là, c'est justement un signe d'un nanar, là, tu sais, l'histoire est pas si importante que ça. Mais le gars, il a le choix entre ta tête se faire tuer par des ravisseurs ou prendre la chance de se sauver en nageant au travers les requins. Et il lui arrive un phénomène extraordinaire, les requins ne l'attaquent pas. Et là, il va croiser une espèce de vieux chaman qui va y remettre un médaillon qui look très cheap. OK. Et il va lui dire qu'il y a comme un don, il est béni, tu sais, les requins, ils l'aiment. Alors, il va se faire le défendeur des requins pour le restant de sa vie. C'est un peu comme Tarzan, là, je veux dire, qui se retrouve parmi les singes. Là, ces choses bénouches qui se retrouvent parmi les requins. Mais c'est qu'il y a des moments qui sont extrêmement jouissifs là-dedans. Puis un, entre autres, c'est que lui, il va s'en aller dans une espèce de petite ville. Et là-dedans, il y a une attraction particulière. C'est un bar super miteux où, comme tous les pêcheurs, se donnent rendez-vous. Okay. Et il y a une piscine avec, tu sais, l'aquarium du sexe, là. T'es allé là souvent, toi, Jason, j'imagine. L'aquarium du sexe? Oui, l'aquarium du sexe, c'était... En tout cas, moi non plus, jamais été. C'est quoi mais ça a l'aquarium déjà du sexe? existé. C'était un bar genre danseuse nue, mais les filles dansaient dans des piscines. Tu sais, des shows dans l'eau tout nu. Bon. Fait que c'est un genre de... Il y a une espèce de bar là-dedans qui me faisait penser à l'aquarium du sexe. Et moi, c'était les moments qui ont marqué ma vision du film. Okay. Et évidemment, Richard Jekyll, qui d'ailleurs, dois-je le dire, il y a une scène en particulier que j'ai pas pu t'envoyer l'extrait parce que là, il fallait vraiment que je bisoune dans le montage. Le gars, il se bat contre 5 autres gars pour défendre la fille. On est en nuit américaine. C'est super évident que c'est tourné le jour. Là. Ça marche pas pantoute, le concept que c'est la nuit, là. Puis le gars, il se bat contre les 5 autres, puis c'est supposé être un ancien vétéran de l'armée, avoir des techniques, puis tout. Puis c'est incroyablement... Écoute, faut le voir pour le croire. L'absence de cascadeur que tu nous parlais tantôt. Oui, mais le gars, il fait comme des passes de papillon. Il fait des passes avec ses bras qui font pas peur, qui font pas mal. Puis les gars, ils mangent des volets pareils. En tout cas, c'est n'importe quoi. Il va finir par tomber en amour avec la fille qui travaille à l'aquarium du sexe. Je sais pas c'est quoi le vrai nom du bar, là. Et elle, évidemment, ben, elle va l'exploiter parce qu'elle va vouloir prendre un de ses requins parce qu'ils veulent faire une nouvelle attraction. C'est-à-dire la fille va nager avec son petit maillot, mais avec un requin. Puis là, ils vont manipuler le requin avec des ondes électro pour que le requin bouge à un certain moment. Okay. Évidemment, lui, ça va le rendre fou. Alors, il va tuer tout le monde. Alors, donc, il n'y a pas juste les requins qui tuent des gens là-dedans. Il y a notre Richard Henkel, c'est ça que tu disais? Richard Jekyll, oui, Jekyll. Exactement. D'ailleurs, tous les autres noms de recherches que j'ai fait, je n'ai strictement rien trouvé. Tu as le propriétaire là-dedans, je pense qu'il doit peser à peu près 480 livres, que j'ai jamais vu dans aucun autre film, qui est dur à manquer. Et je tiens à préciser, parce que c'est souvent ce qui fait des fois un indice qu'on a un bon honneur entre les mains, ce sont les traductions de merde des synopsis du film à l'endos de la pochette. Des phrases qui font pas de sens, c'est mal écrit. Tu peux nous la lire rapidement en terminant? Oui, absolument. Poursuivi par une bande de tueurs dans le sud du Pacifique, un homme se jette dans l'océan infesté de requins. Cependant, un étrange phénomène se produit, les requins ne le touchent pas. Bon. À partir de ce moment, une aventure incroyable commence, se déroulant à un rythme effrayant. Tu sais, quand je dis que c'est des phrases qui se peuvent pas, un rythme terrifiant qui se termine dans un climat de terreur et de violence. Yeah. Alors, moi, je vous dirais à tous ceux et celles qui ont envie de rire un bon coup, d'avoir du fun et de vous changer les idées, je vous conseille très fortement ce film. C'est un de mes gros coups de cœur. Je lui donne un 9,5 sur 10 c'est bon, comme ça. cote nanar officielle. Parfait. Ben, on se rappelle du titre, Les Dents de la mort, ou sinon version française de Jaws of Death. Ben, c'est ça que je suis pas sûre. Ouais, c'est toi qui me le dis. Je pense que c'est ça que je pense que c'est Jaws of Death. Donc, parfait. Un gros merci pour écoute, pour ta chronique d'aujourd'hui. C'est rien. Mais tu restes avec nous. Bien sûr. Parce qu'on reçoit dans un instant Mathieu Bellemare qui vient faire une entrevue avec nous, un auteur, compositeur, interprète.
Salut! Ça va? Invité mystère, bonjour. Prends place. Donc, Mathieu Bellemare, bonjour. J'espère que tu vas bien. Ça va bien, merci. Bienvenue à notre émission. Bien, merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir. En fait, c'est parce que je t'ai vu en spectacle il y a une semaine et j'ai trouvé ça très bon. Alors, j'ai pas pu hésiter à t'inviter à l'émission, en fait. D'ailleurs, bon, on vient entre autres parler d'un album-disque, d'un livre-disque, pardon, qui s'appelle Chants des marais et des morts, que tu as sorti, quoi, en 2015? C'est en novembre 2015. En novembre 2015? On va y revenir. Pour commencer. C'est fou, en fait. Novembre 2014. 2014? Ah, OK. Ça fait déjà plus qu'un an. Oui, OK. oui, Parfait. Pour commencer, tu es originaire de quelle ville? Je sais que tu viens de la région de Lanaudière. Lanaudière, dans le coin de Joliette, en réalité. Un petit village qui s'appelle Saint-Alexis. Ouais. Parfait. Et toi, tu as commencé tes études, en fait, en art visuel avant de bifurquer vers la chanson, vers la musique. Qu'est-ce qui t'a amené, en fait, à changer comme ça de... Ben, en fait, il faut dire qu'initialement, j'avais déjà une formation musicale. OK. Puis je m'étais préparé à rentrer en musique au cégep. Puis finalement, j'ai bifurqué à la dernière minute vers les arts plastiques. Puis à la fin du deck en arts plastiques, je suis revenu finalement à mon impulsion première, qui était d'aller vers la musique. OK. Fait que je me suis réorienté vers finalement la musique classique et tout ça. En fait, il y a eu quand même une... Bon, c'est l'âge finalement, mais en fait, c'est vraiment... c'est les deux choses qui m'attiraient. Puis en bout de ligne, moi, j'ai fini par fusionner les deux choses à travers le disque livre. T'exploites quand même tes nombreux talents finalement, puis ça reste de la création, donc... Exactement, oui, tout à fait. Parfait. Bien justement, bon, au sujet du livre-disque, Chants des marais et des morts. Bon, c'est ton premier album. Tout à fait. Tu abordes quand même plusieurs thèmes, je dirais, morbides ou, disons, sombres. Il y a comme il y a une chanson qui c'est une maison qui fait peur. Tu racontes entre autres l'histoire d'une jeune fille qui a disparu un soir d'automne. Il y a aussi... Je m'excuse, j'aurais juste une petite question, moi, en fait, parce que j'ai pas tout vu. Est-ce qu'il y a beaucoup de thématiques gothiques, films d'horreur ou trucs comme ça, ou c'est vraiment plus une vision qui est très, très personnelle du glauque, du macabre? Est-ce que tu as une démarche qui est comme très individuelle ou tu es très inspiré par un certain mouvement gothique, par exemple, ou par certains... Concrètement, je dirais que j'ai pas l'impression, en fait, de m'influencer. Ce qui nous inspire concrètement, on contrôle pas vraiment ça, en réalité. Fait qu'à un moment donné, il y a un peu de tout qui rentre. Puis ce que je peux dire en tant que tel, c'est que dans un certain sens, on pourrait dire étrangement que j'ai pas choisi de faire ça, en fait. C'est ça qui est sorti. C'est ce qui t'a choisi. Mais c'est ça. Mais par contre, là où j'ai fait un choix, c'est que j'avais beaucoup plus de chansons que ce qu'il y en a sur le disque livre. Puis à un moment donné, j'ai eu à faire un choix, finalement, de quelque chose qui était cohérent ensemble. Puis ça l'a donné, je suis allé chercher ce qui avait une thématique, finalement, un peu de fantômes, d'histoires étranges, de trucs comme ça, qui est dans une thématique plutôt nocturne, en réalité. Nocturne, donc pas morbide, mais nocturne. Oui, nocturne, oui. Okay. C'est vraiment toutes des petites pièces qui sont des nocturnes, puis on visite différents aspects de la nuit. T'sais, parfois, on a le côté poétique, des fois, il y a le côté morbide, des fois, il y a le côté même drôle de temps en temps, ça dépend. Est-ce que tu es surtout un oiseau de nuit? Oui. Oui, bon, voilà. On sait tout, Ouais. Tu parles beaucoup de tes influences. En fait, tu en parles à l'endos du livre-disque. Il y a Tim Burton, Tom Waits, il y a aussi Edgar Allan Poe. On retrouve un petit peu le côté conte chanté qu'on retrouve dans L'étrange Monsieur de L'étrange Noël de Monsieur Jack, voilà. Ouais. Tom Waits, il y a le côté chanteur cabaret, voire rauque quand même. Il y a beaucoup de musique traditionnelle. Il y a du tango, il y a un côté jazz, etc. Tu passes d'un genre à l'autre. Quel genre de public vises-tu avec ça? À la base, je pensais viser, mettons, en termes d'âge. Je me disais, ça s'adresse, 18-40 ans, quelque chose comme ça. Puis en bout de ligne, quand on s'est mis à faire des spectacles, je me suis rendu compte que tout dépendant de l'âge, en fait, de la personne qui reçoit le matériel musical qu'on fait, ils n'entendent pas nécessairement les mêmes influences. Par exemple, les gens qui sont plus, mettons, de l'âge de nos parents vont entendre Brel un peu, parce que c'est souvent des personnages dans les chansons, puis il y a quelque chose de très grandiloquent dans la manière de faire. Ceux qui sont plus jeunes vont peut-être entendre justement Danny Elfman de Tim Burton ou encore, c'est ça, c'est Tom Waits. Fait que ça dépend en réalité. Puis fait que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas tant de limites. Je pense que ça s'adresse... Mais par contre, ce que je peux dire, c'est que ça s'adresse pas aux enfants. Ça, c'est quelque chose que je dois avertir parce que souvent, quand on voit un disque avec des images, on s'attend un peu à un truc enfantin. On l'attend un peu l'album de Disney. Or, c'est pas... Il y a certaines pièces qui peuvent très bien s'adapter. C'est des histoires, c'est sympathique. On l'écoute avec la couverture sur la tête puis une flashlight la nuit. Parfait. Mais il y a d'autres pièces quand même que c'est quand même pour public averti au sens... C'est pas...
j'aborde des sujets qui sont difficiles parfois. OK. Avant de continuer, justement, pour donner une meilleure idée à notre public de ce que tu fais, on va aller voir un extrait de la chanson « La maison qui fait peur ». OK. Donc, allons-y. Nous étions de simples gamins voulant braver la noirceur. Il y avait moi, Nicolas et Martin marchant vers la maison qui fait peur. Donc, on est de retour à l'étrange programme. Vraiment très intéressant, cette chanson-là. Moi, je l'aime beaucoup, en tout cas. Et justement, bon, dans ton livre disque, tu fais aussi des illustrations. On parlait que tu étais un artiste en art visuel. Quelle part est-ce que ça prend encore chez toi, cette partie-là, en fait, de l'art visuel? Est-ce que tu exposes dans des galeries? Ou c'est vraiment seulement pour ton projet musical? En fait, quand j'ai quitté les arts plastiques, je me suis vraiment redirigé vers la musique jusqu'en maîtrise. Fait que, on peut dire que la musique a repris tout le dessus, en fait. Puis, bizarrement, c'est à travers la chanson qu'à un moment donné, justement, que l'idée du disque-livre, que l'illustration est revenue. Puis, en bout de ligne, oui, j'ai fait des expositions avec le matériel du disque-livre, en fait. Donc, chaque dessin, en réalité, je les ai tirés en plus grand format, finalement. Puis, se tiennent bien en eux-mêmes aussi. Fait que j'ai commencé à faire ça. C'est un peu à côté. C'est sympathique comme truc, finalement, puis ça ouvre la porte. Une autre porte, Le finalement, public, est-ce qui qu'ils mène... peuvent s'en procurer de ces Oui, toiles-là ou de oui, ces absolument. Oui, okay, oui, ça se trouve, entre autres, sur mon site Internet, en réalité. Il s'agit de me Rappelle-nous rejoindre. l'adresse. Le www.mathieudelmar.com. .com. Puis juste une chose, d'ailleurs, tu as aussi fait un disque avec les mêmes chansons, mais sans paroles, juste Exactement. instrumentales. Même chose, on peut se le procurer sur ton site? Exactement, oui, Parfait. tout à fait. Pourquoi que tu voulais en faire une seulement instrumentale? Parce que j'ai beaucoup album. travaillé tu sais, sur le disque, veux pas, on fait l'édit qu'on appelle, il y a toutes sortes d'affaires. Puis tu sais, souvent, on est amené à se pencher sur des détails de l'instrumentation en arrière, fait qu'on ferme la voix, tu sais, on écoute ce qui se passe. Puis je trouvais ça beau, tu sais, je trouvais que le travail des musiciens, ce qu'ils avaient fait, c'était magnifique. Tu sais. Tu parlais de musique de film, entre autres, sur le site, justement, sur ton site. Oui. Ça fait penser un peu de musique de film. Oui, sans- ben c'est de la manière un peu que j'écris. Tu sais, j'ai une formation classique pour orchestre, fait que la manière que j'ai approché, c'est assez élaboré. On est loin, mettons, de... Mais au niveau de tes illustrations, moi, parce que ça m'a un peu flabbergasté, au niveau de tes illustrations, t'as commencé où? C'est quoi? C'est un talent naturel? T'as voulu te lancer là-dedans? T'as incorporé ça? Ça vient d'où? Je veux dire, t'es manifestement extrêmement doué. Moi, j'ai vu des images superbes là-dedans. Ça fait combien d'années que tu fais ça? Ouais. C'est-tu quelque chose qui... T'as appris à faire ça? Ou Quand j'étais petit bout, là, je disais Ouais. que je voulais être dessinateur. OK. C'était vraiment... Fait que ça vient de toujours, je dirais. La musique, c'est comme venu, à peu près vers 12 ans ou quelque chose comme ça. Puis, fait que le dessin a toujours été là. Puis, à quelque part, je reste un musicien qui est très visuel, en fait. Tu sais, pour moi, une chanson, quand elle me vient, c'est des images. Mais tu voulais pas le mettre dans des spectacles? T'as tenu à le mettre dans un recueil, Ouais. c'est particulier. Ouais. T'aurais pu le mettre dans un spectacle avec une certaine scénographie ou... Ouais, ben, déjà, en fait, d'arriver sur la scène, mettons, avec 6 ou 7 musiciens, puis je raconte beaucoup entre les chansons, ça devient un peu... on est à la limite du conte parfois. OK. Je trouvais ça suffisant. Là, d'aller vers un truc multimédia avec une projection, ça m'intéressait moins, tandis que comment rejoindre les gens, finalement, quand ils sont dans leur salon, seuls avec l'œuvre, pour moi, c'est ils ouvrent le livre, puis là... Et là, il ne reste pas beaucoup de temps. Donc, je t'ai demandé d'amener des œuvres, en fait, pour que tu puisses nous suggérer des choses, en fait. Ouais. Donc, Ben, vas-y, quelle est ta Moi, ce qui première? m'intéresse beaucoup, c'est l'aspect de création, en réalité. Fait que j'ai amené des trucs qui sont... C'est des œuvres, oui, évidemment, mais qui traitent de la création. Stephen King, mémoire de métier, écriture. Quiconque veut écrire un livre un jour dans sa vie, lisez ça. Ça vaut vraiment la peine, intéressant. Stephen King qui mentionne, en fait, que pour lui, quand une idée lui vient, il se sent comme un archéologue, dans le fond, qui déterre une espèce de squelette. Fait qu'il découvre, en fait, son idée. Tom Waits, on en parlait tout à l'heure, Oui. Alice, excellent disque, qui est sorti en 2002. Mais ce qui est particulièrement intéressant, c'est que en fait, c'est tiré d'une pièce de théâtre qui a monté avec Robert Wilson. OK. Et puis, les pièces sont extraites d'une pièce de théâtre. Puis pendant 10 ans, en fait, en 92, la pièce a été jouée. Pendant 10 ans, ce qui existait, c'était le démo, en fait. Le disque n'existait pas. Et puis, en 2002, il a produit finalement le disque. OK. Et puis, on trouve encore, de temps en temps, le démo, en fait. Fait que ce qui est intéressant, c'est de pouvoir faire la comparaison entre l'impulsion musicale première puis le produit fini. Entre les Ça, on deux. rentre vraiment dans son... Ben, moi, je serais curieuse parce que je connais le vieux Tom Waits, mais tu vois, c'est une période que je connais
Ben, le vieux Tom Pas Waits, du tout. il a vraiment fait un croche à un moment donné Ouais, dans c'est sa ça. carrière. C'est Il a ce que j'ai entendu, mais je connais vraiment Ben, pas cette si période-là. vous aimez les choses un petit peu hors de l'ordinaire, Oui, disons que Tom oui, Waits, oui. il nous y amène Un bon choix. avec vraiment beaucoup de plaisir. Puis maintenant, Peter Pan de Loisel. Ouais, là, on va ailleurs, mais en fait, l'idée, bon, ça, c'est la bande dessinée. Ce qui est Ouais, on est intéressant... ailleurs, là, complètement. Mais ce qui là. est intéressant, c'est ça ici que j'ai trouvé, l'envers du décor. Et puis là, on rentre justement dans le processus de création de Loisel, en fait. Fait qu'on voit ces croquis. C'est tout, en réalité, c'est ça. C'est quand tu m'as demandé, amène des œuvres qui te font vraiment vibrer, ben moi, je suis allé vers, c'est la création qui 3 œuvres m'intéresse. qui Fait parlent que de je suis allé création. vraiment, voyons voir qu'est-ce qu'on peut trouver pour rentrer dans l'intimité, finalement, du créateur. Ah, ben, c'est vraiment intéressant, mais ben, c'est tout le temps qu'on a. Donc, un gros merci, Mathieu, pour ta merci. présence aujourd'hui. Merci à vous. Merci à toi. C'est maintenant le temps d'aller à la pause et on revient tout de suite après pour une chronique de Frédéric Moreau qui vient nous parler d'une pièce de théâtre. De retour à l'étrange programme, nous recevons maintenant Frédéric Moreau qui vient nous parler d'une pièce de théâtre qui était présentée à l'Espace Go. Tout à fait. Donc, Saint-André bonjour, de Fred, l'Épouvante. ça va? Salut, ça va bien, toi? Oui, t'allais dire le titre Bonjour. de la pièce. T'allais dire le titre de la pièce. Saint-André de l'Épouvante, effectivement, de Samuel Archibald, dans une mise en scène de Patrice Dubois. Parfait. Donc, pourquoi as-tu choisi cette pièce-là pour venir nous en parler à l'étrange programme? Ben, c'est la première pièce que j'ai choisie quand on m'a dit « Ah, tu vas faire des chroniques de théâtre » parce que Saint-André de l'Épouvante, ça le dit déjà, on est dans l'horreur, on est dans la peur, et au théâtre, c'est assez rare qu'on travaille ce genre-là. Mais c'est pas une vraie ville au Lac-Saint-Jean? Oui, c'est aussi une vraie ville au Ok. Lac-Saint-Jean, tout à fait, qu'on l'appelle peut-être pas de l'Épouvante, mais en tout cas Saint-André, au Ah oui, Lac-Saint-Jean, ok, clairement. ok. Ah, bon. Et donc, effectivement, dans cette ville se pose la question de l'horreur. Loulou, qui est une barmaid, donc qui travaille dans un bar un peu miteux, j'oserais dire, va être prise en huis clos à cause d'une tempête, d'un orage dans son propre bar, et elle va y rencontrer plusieurs personnages, donc, et ça va être contexte pour pouvoir se raconter des histoires d'horreur, Ah, ok. se retrouver en famille, bien étrange famille, mais pour pouvoir se raconter des histoires d'horreur en passant par... Horror gore, torture porn ou plutôt horreur, épouvante, angoisse, là? Horreur épouvante, là, angoisse Ok, ok, vraiment ok. sur l'histoire de la femme sans tête, l'homme qui revient de l'asile psychiatrique, qui n'est pas une histoire, mais il y a un personnage dans la pièce, l'homme dont la femme a cru voir des soucoupes volantes. Donc, on est vraiment dans les thèmes de l'étrange programme. Puis là, l'auteur Ok. s'appelle Samuel Archibald. Tout à fait, Samuel est-il? Archibald. Il a publié... Tu m'as volé en- ma seule question. Ah, ben là, excuse-moi. Il a publié en 2011, donc Arvida, qui a été assez connu, qui est lu pas mal partout dans les cégeps de la province, et où il fait la juxtaposition entre la ville et la région. C'est aussi très présent à l'intérieur de Donc, Saint-André les noms de d'Épouvante aussi. villages, là, lui, c'est son fort pour les C'est fêtes de son ses pièces? fort, et Ok. de toute façon, il vient de la région aussi, comme le metteur en scène aussi, comme moi également. Alors donc, on se retrouve en famille, encore une fois. Puis l'autre pièce, est-ce que c'était de l'horreur aussi ou c'est tout nouveau? qui C'est un essaie de- roman de Samuel Archibald. C'est la première fois qu'il travaille donc le matériel dramaturgique. D'ailleurs, ça sent aussi qu'il est romancier puisqu'il y a beaucoup de monologues. Ah, à ok, l'intérieur j'avais de la zappé ça. pièce. Arvida, c'est un roman. Arvida est un roman, Ah, ok, tout à fait. excuse-moi. Oui. Alors que Saint-André est sa première pièce, Ok. qu'il a faite d'ailleurs à la demande du metteur en scène, Patrice Dubois, et du théâtre, en fait de 3 théâtres. Le théâtre PAP, Théâtre Petit à Petit, les productions à tour de rôle et le théâtre de la rubrique à Jonquière. Donc, c'est aussi une manière de ramener 2 régions à Montréal aussi. C'est une manière de travailler collectivement dans une pièce de théâtre. Voilà. Et là, les codes du genre de l'horreur, que ce soit en littérature ou au cinéma, est-ce que ça s'adapte bien avec le théâtre? Oui, ça s'adapte bien. J'oserais dire donc que le conte, en tout cas la matière du conte, se raconte bien, c'est le cas de le dire. Entre autres, à cause de Dominique Kennel qui assure la narration principale avec une acuité qui est extraordinaire. Elle est magnifique pour raconter les histoires d'horreur. Et l'idée de recréer une mythologie populaire, donc à travers tous les contes, de retrouver tous les contes, est assez sympathique. Peut-être des petits problèmes en ce qui concerne le rythme, des changements de décor qui sont plus ou moins efficaces aussi.
aussi à cause de la matière de l'horreur, justement. Par contre, la scénographie rend assez bien l'idée de la matière horrible. Moi, c'est plutôt au niveau du ressenti, parce que moi, je suis dans le film d'horreur, et puis, en tout cas, au niveau cinéma, ça se passe beaucoup au niveau du ressenti, au niveau de ce qu'on va montrer. Le théâtre, évidemment, c'est une technique qui est complètement différente. Jusqu'à quel point tu arrives à aller chercher un peu ce même ressenti-là chez le spectateur qui va être à la 12e rangée en arrière, où il faut qu'il dise un texte à voix haute, puis à bouger ou à exagérer certains mouvements versus un film qui peut, selon moi, peut-être plus te plonger dans un univers psychologique extrêmement intense. Ce pourquoi tu le vois pas beaucoup au théâtre, c'est justement pour ça, parce que le film a un rapport beaucoup plus intimiste. On peut jouer beaucoup plus sur le son, alors qu'au théâtre, c'est beaucoup plus difficile. C'est un art collectif aussi, le théâtre. Et donc, l'horreur se retrouve à l'intérieur d'un film, se retrouve beaucoup dans les images. Là, l'horreur se retrouve dans les mots. Et c'est cette passation-là qui est intéressante quand même. L'horreur se raconte beaucoup, se ressent par le décor, surtout par l'éclairage aussi. On éclaire beaucoup à la chandelle, en fait pas à la chandelle, au fanal. On éclaire beaucoup à la lampe de poche. Donc ça se ressent cette idée de noirceur-là, de terrible en fait, à travers les éclairages aussi, qui sont très filtrés. Certains de nos téléspectateurs souhaiteraient aller voir la pièce. Elle est diffusée, présentée à l'Espace Gauche jusqu'à quand? Jusqu'à, donc, dans la prochaine semaine. En fait, il vous restera une semaine pour pouvoir aller voir Saint-André-l'Épouvante. Oui, je crois que c'est le 12 mars, la dernière représentation, un samedi? Oui, exactement. Parfait. Et donc, si vous voulez en savoir plus sur la pièce, vous pouvez aller chercher directement le texte de la pièce qui est publié au Cartanier ou aller sur leur blog qui est très intéressant où vous pouvez voir des informations sur Saint-André, justement, du Lac-Saint-Jean, sur le processus de création de la pièce. Le blog, c'est saintandréépouvante.tumblr.com, donc st-andré, sans accent, épouvante.tumblr.com. On le marquera en bas de l'écran. Pour que ce soit clair quand même. Je suis un auditeur visuel, alors voilà, pour que ce soit clair. Un gros merci. Un gros merci pour ta chronique aujourd'hui. C'est ce qui met fin à notre émission, alors on se voit la semaine prochaine. Bonne soirée.